On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des impacts de la COVID sur la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Oui, on a annulé la soirée gastronomique du 20 mars. Elle est reportée au mois de novembre. Et qu'est-ce qui va arriver du défi Je bouge? Ça, c'est une excellente question, événement prévu à la mi-septembre. Mais d'abord, parlons des impacts ou du non-impact sur le monde de l'immobilier avec Alexandre Desrochers de Royal Lepage Excellence. On l'avait reçu à l'émission il y a quelques semaines à peine où on parlait de l'effervescence du monde de l'immobilier avec une économie qui roulait à fond de train, avec actuellement un marché qui était très, très, très favorable aux vendeurs de maisons. Et puis là arrive cette fameuse crise, la pandémie, qui s'étire dans le temps. Donc, qu'en est-il de l'immobilier et de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas depuis les dernières semaines? On en discute avec, il est lui-même courtier immobilier, mais aussi président de Royal Lepage Excellence, Alexandre Desrochers. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Éric. C'est assez particulier comme situation. Expliquez-nous peut-être à partir de la mi-mars, quand les mesures de confinement se sont, disons, ajoutées les unes après les autres, de quelle façon avez-vous ressenti l'effet de la crise sur l'immobilier? Bien sûr, le grand coup de hache a été donné lorsqu'ils ont enlevé carrément les courtiers, ils les ont pas mis sur la liste des services essentiels. Ça a amené qu'on n'a pas pu continuer à faire visiter les maisons. On s'entend, les gens, quand ils veulent acheter une maison, c'est bien beau de leur montrer des photos, de leur montrer une vidéo, de leur faire une visite virtuelle, mais ça reste toujours bien important pour l'acheteur d'aller dans la maison, d'aller s'imprégner de l'immeuble, à savoir s'il va bien se sentir, puis qu'il voit aussi tous les petits défauts, toutes les qualités de l'immeuble. Fait que la minute que les visites ont été coupées, bien, c'est sûr que là, à ce moment-là, autant les inscriptions que les ventes ont pas mal arrêté aussi. Donc, tout s'est mis sur pause en l'espace d'une seule journée. À partir du moment où on interdit les visites, donc toute l'industrie de l'immobilier arrête. C'est un peu Oui. ça, là. C'est drôle qu'on se parle aujourd'hui le 20 avril parce que je viens de recevoir sur mon courriel l'arrêté ministériel. OK. Donc, tout peut recommencer en date d'aujourd'hui. Oh là là. Mais il faut que ce soit pour les immeubles ou les ventes livrables pour le 31 de juillet. OK, donc la même directive que pour la construction, d'ailleurs, qui recommençait lundi pour des chantiers livrables avant le 31 juillet. Donc, ça s'applique également pour l'immobilier? Oui. Mais dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, il faudrait que, je ne sais pas, je prends un cas d'espèce. Si moi, j'ai vendu ma maison, je dois la livrer, je dois m'en acheter une nouvelle. Donc là, à ce moment-là, je pourrais transiger avec vous. Exactement. Toutes les transactions qui vont donner jusqu'au 31 de juillet, ceux qui ont vendu, ceux qui se faisaient bâtir, bien là, la construction a réouvert. Et puis, on a un paquet d'acheteurs là, qui avaient déjà fait une offre pendant la pandémie, conditionnelle à la visite des lieux. Et puis là, ben là, on va pouvoir exercer les conditions. On va pouvoir faire la visite des lieux, on va pouvoir faire l'inspection, on va pouvoir avancer les conditions des offres, puis finaliser les ventes. OK, donc ça veut dire que malgré la pandémie, il y a quand même eu du mouvement dans la mesure où les gens pouvaient faire une offre conditionnelle à une visite. Oui, puis on a même vu des transactions se faire là, sans visite physique des lieux. Il y a certaines personnes qui ont acheté une propriété ou qui ont acheté un terrain, puis ont fait ça pendant la crise. Mais pour la grande majorité de la clientèle, ils ont fait une offre qui était conditionnelle à la visite des lieux. Est-ce que le fait d'avoir un nouvel arrêté ministériel, donc qui vous permet de reprendre l'immobilier dans la mesure où on respecte la fameuse date livrable du 31 juillet, est-ce que pour vous, ça veut dire qu'on va pouvoir reprendre 50, 70, 80 des activités? Est-ce qu'on est beaucoup dans le court terme? Je parle sûrement du 2 tiers, presque le 3 quarts. OK, Oui, donc il y a au moins le trois quarts des activités là, qui vont pouvoir reprendre à partir de maintenant. absolument. Bon, ça va être quoi l'impact à court ou moyen terme de ce qu'on a vécu? Parce que dans les faits, je le disais en introduction, avant la pandémie, c'était carrément fou, du jamais vu dans l'immobilier.
où parfois on se ramassait avec des offres multiples, même au-delà du prix demandé, etc., etc. Et puis là arrive cette crise avec une reprise, comme vous l'indiquez maintenant. Mais à court ou moyen terme, ça va être quoi l'impact de ça sur le marché? Il faut se rapporter dans le passé. On s'est rencontrés il y a à peine 3 semaines, un mois au Ouais. moins. Puis on disait que le marché était très effervescent, que c'était de la surenchère, des offres multiples. Mais c'est carrément dans le même bassin qu'on va retomber tout de suite là. Parce il y a un flot assez grand de clientèle là, qu'il faut qu'il se replace et qu'il rachète quelque chose. Donc, ce qu'on présume, c'est que dans le prochain, disons, le prochain mois, on va pas mal avoir les mêmes conditions qu'on avait là, sur le marché parce qu'il y a tellement de gens en attente, ça va se ruer sur les propriétés. Puis il faut OK. comprendre une chose, on a pris du retard au niveau de l'inscription. Il ne s'est pas inscrit plus de propriétés pendant la pandémie. On est peut-être à court là, de plusieurs dizaines, sinon peut-être une centaine d'inscriptions qui ne s'est pas faites pendant ce temps-là. Fait que si on regarde les choses, il n'y avait déjà rien à vendre avant la pandémie. Il ne s'en est pas rajouté. Puis là, on a un flot de clientèle qui va embarquer sur le marché tout de suite pour pouvoir se caser là, justement pour le 31 juillet. Donc, ça va exploser pendant une période de temps. OK. Donc, vous vous attendez vraiment qu'à la reprise des activités, qu'on se retrouve un peu comme on était avant la pandémie, à tout le moins à court terme. Mais qu'en Oui. est-il de l'impact, je ne sais pas, mais c'est des gens qui avaient peut-être un projet de bouger au niveau de l'immobilier, puis qui là, monsieur ou madame, ou même les deux dans certains cas, se retrouvent avec peu ou pas d'emploi, au chômage temporairement, prestations d'urgence du gouvernement, tout dépendamment de ce qui va reprendre dans le plan de déconfinement. Est-ce que ça, au niveau de l'économie, au niveau de l'immobilier, ça risque d'avoir un impact, peut-être pas à court terme, mais peut-être plus à moyen long terme? Peut-être qu'il va y avoir un décalement à ce niveau-là, mais il faut comprendre une chose, hein, les niveaux d'inventaire vont toujours rester au plus bas qu'ils n'ont jamais été dans l'histoire de l'immobilier de notre région. Donc, étant donné que que l'inventaire ne sera pas plus équilibré, c'est bien sûr que Ouais. certaines personnes, que leur projet va être retardé, mais d'un autre côté, je pense que ça va être plus une recalibration du marché qui va s'opérer Parle- au ouais. niveau des inventaires. Parlons un peu logistique, parce que, bon, là, évidemment, il s'est étalé quand même plusieurs semaines. Entre autres, parlons de ces gens qui avaient vendu leur maison en allant habiter dans une maison neuve qui, visiblement, le chantier a arrêté pendant quelques semaines. On va probablement travailler beaucoup, beaucoup dans les prochaines semaines. Dans certains cas, il y a souvent la fameuse date du 1er juillet. Dans d'autres cas, j'imagine que les gens vont devoir quand même céder leur maison, se trouver un endroit pour mettre le mobilier en storage le temps que leur nouvelle maison soit livrée. Ça va être assez particulier, ça? Oui, absolument. C'est sûr si on regarde ça de manière juridique pure et simple, tous les contrats doivent être honorés. Il y a pas une clause spéciale COVID-19 qui peut changer ton contrat. Donc, si il y avait quelque chose, il y avait une propriété à livrer, la maison avait été vendue, c'est pas parce qu'il y a eu le COVID que il faut, Ouais. on peut changer les termes de l'offre d'achat. Bien sûr, on Hmm. compte sur la participation des acheteurs et des vendeurs pour pouvoir essayer d'adoucir le malheur dans tout ça. Mais si quelqu'un veut s'en tenir strictement à ce qui est écrit dans le contrat, il C'est le peut très bien. contrat. Donc, ça veut dire que si moi, disons, j'ai vendu ma maison parce que je m'en suis acheté une nouvelle, une neuve ou une pas neuve, et que je dis, ben moi, au contrat, c'est écrit que je la cédais le 21 mai, ben il faut que je la cède le 21 mai, Absolument. tout simplement. Est-ce qu'il y avait des maisons qui étaient livrables dans les 4-5 dernières semaines? Oui, ils se sont livrés. Aussi, malgré la Oui, pandémie. oui. Bon. À notre agence, chez Royal Lepage Excellence, on a eu plusieurs dizaines de transactions qui se sont conclues. On sait que les notaires ont toujours été sur la liste des services essentiels. Ouais. Comme ça n'a pas arrêté. Donc, ces échanges-là se sont faits. OK. Les déménageurs aussi étaient sur les services essentiels. Donc, ça a suivi son cours là, pour ce qui était déjà conclu. Bon, est-ce qu'il risque d'y avoir une certaine congestion dans les prochaines semaines dans les bureaux de notaires? Oui. Ça va être assez fou, merci. Ben, c'est sûr que les notaires sont très occupés, puis ils vont continuer à l'être. Mais je veux dire, est-ce qu'il va y avoir vraiment une plus grande affluence? Tu sais, je veux dire, il y en avait qui étaient déjà conclus, déjà mis à l'horaire. Il s'en est quand même rajouté moins. Fait que
Je veux dire, il va y avoir beaucoup de nouvelles transactions qui vont s'ajouter, mais ça va peut-être respecter la cohue normale qu'on a au printemps, là, aussi, au niveau des transactions. Bon. Là, donc, avec cette reprise des visites, et là, je présume qu'on va quand même s'assurer, dans la mesure du possible, de garder une certaine distance entre les personnes ou quand les gens vont rentrer dans les maisons, vont toucher les poignées de porte et compagnie. Donc, ça va être une nouvelle dynamique, disons, à installer quant aux mesures d'hygiène préventive quand on va visiter des bâtiments, autant pour le visiteur que pour le vendeur? Oui, mais ça s'était déjà fait là, juste avant qu'ils décrètent que les visites étaient interdites. On faisait signer un formulaire COVID-19 aux visiteurs. Là, ils nous déclaraient qu'ils n'avaient pas été à l'étranger, qu'ils n'avaient pas de symptômes et tout. Puis on faisait préparer la maison par le vendeur. Donc le vendeur là, ouvrait toutes les lumières, ouvrait les portes partout. Donc les visiteurs entraient, faisaient leur visite sans rien toucher, puis ils pouvaient ressortir. Puis, on demandait aussi aux vendeurs de quitter pendant ce temps-là, donc il y avait moins d'interaction entre les gens. On va continuer dans cette ligne-là pour un bout de temps, je pense. Bon. Est-ce que la date du 31 juillet, c'est quand même contraignant pour vous, si, disons, à tout le moins à court terme, vous êtes capable d'opérer là-dedans, puis même à la limite, ça va vous faciliter la tâche là, d'avancer un peu tout ce qu'on a retardé dans les dernières semaines? 31 juillet, on est rendu au mois d'août. La grande majorité des transactions ont lieu dans cette période-là. Ça va donner un bon souffle d'espoir à tout le monde. Bon, donc pas fâché de reprendre le boulot de façon, disons, quasi normale? Oui. Donc, ce que j'en retiens, c'est qu'à court terme, pas vraiment d'impact sur la valeur des propriétés, ni à la hausse ni à la baisse. On manquait de maisons avant la pandémie, donc on manque encore de maisons aujourd'hui. Donc ça ne change pas. Ce qui risque d'arriver, par contre, c'est qu'on va avoir, disons, une séquence là, de transactions qui risque d'être un peu plus, disons, condensée dans les prochaines semaines à cause, évidemment, de cette fameuse date du 31 juillet. Absolument. Absolument. C'est ce qui va se produire. Puis, on va souhaiter que tout revienne à la normale pour tout le monde. Puis, c'est jamais des épisodes qui sont... Tout à fait. Quand on arrête l'économie, ça a des gros impacts. Alexandre Desrochers, président de Royal Lepage Excellence. Merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite et dans la reprise des activités. Merci, c'est toujours un plaisir, Éric. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de l'impact de cette crise sur la philanthropie, notamment la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. On essaie de mesurer les différents impacts dans notre communauté de cette crise de la COVID, entre autres sur la philanthropie. On avait déjà fait l'exercice au début de la crise avec, entre autres, l'Étoile Pédiatrie sociale. Également, un autre organisme fort important sur notre territoire, c'est la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Et en plus, on parle bien sûr de beaucoup de santé, des travailleurs de la santé, de l'importance de la santé. Et pourtant, la Fondation, elle est également impactée par la crise en ce moment. On en discute avec sa directrice générale, Julie Coupal. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Éric. Peut-être nous expliquer un peu, dans les premiers jours ou les premières semaines de cette crise, est-ce qu'on a été en mesure, disons, d'évaluer l'impact primaire qu'avait cette crise sur une fondation comme la Fondation Santé? En fait, je dirais que même à ce jour, c'est difficile d'évaluer quel sera l'impact là, à terme. La situation qu'on vit évolue tellement vite
que ce qu'on pensait dans les premiers jours de la crise, c'est plus du tout ce qu'on pense aujourd'hui. Donc, c'est difficile d'évaluer quels vont être les impacts. C'est sûr que ça ne sera pas pareil comme c'était avant. Il va y avoir des changements dans nos façons de faire. Il va y avoir des impacts financiers, évidemment. À quel niveau? C'est difficile à prédire aujourd'hui. Chose certaine, il faut qu'on s'adapte, autant au niveau des projets et des services qui sont financés que de la façon dont on va aller chercher les dons. Bon. Un événement, disons, en tout cas, un gros événement qui, lui, a été annulé assez rapidement parce qu'il était à l'horaire aux alentours du 20 mars. C'était la soirée gastronomique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut ou qu'on pourrait reporter ou si malheureusement on va devoir carrément annuler l'édition 2020 de cet événement? Bien, à ce jour, on parle d'un report. On a déjà réservé une date au mois de novembre au Collège militaire. Donc, on se croise vraiment les doigts pour qu'on puisse maintenir cette activité-là. Donc, ça a été une des premières actions qu'on a fait. Donc, c'était le 20 mars. Donc, c'était au tout début, dès la première semaine de la crise. Donc, nous, on avait la chance, si on peut l'appeler ainsi, que cette activité-là était déjà vendue. Donc, nos billets, nos commanditaires, tout ça, on les avait déjà. Donc, on demande aux gens d'être patients. Personne ne nous a demandé de remboursement à ce jour. Okay. C'est sur pause, on reporte. D'autres activités, autant chez nous comme le golf que d'autres organismes qui, eux, commençaient la vente de leurs activités ou si leur activité principale se situait au milieu de l'été, bien là, c'est plus difficile parce que on ne va pas vendre une activité, évidemment, grand public dans les temps qui courent. Là. Est-ce que pour vous, donc, ça veut dire que le tournoi de golf de cet été est annulé? Oui, complètement annulé. On aurait déjà dû avoir la majorité des foursomes de vendus là, à l'heure où on se parle. Donc, on a décidé d'annuler complètement cet événement-là et de se concentrer pour adapter nos projets à l'automne et d'essayer de demander aux gens qui ont l'habitude de participer à cette activité-là de participer à nos autres activités. Bon, sauf que ça devient quand même, disons, à court terme, une perte nette qu'on pourrait peut-être récupérer autrement, mais il y a quand même une perte. Oh oui, certainement, clairement. Bon. Qu'en est-il des autres événements de type l'auto-santé, défi Je bouge ou d'autres types d'activités que vous aviez normalement? Pour le moment, en ce qui concerne le défi Je bouge, on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre. T'sais, évidemment, pour nous, c'est une activité vraiment très importante, mais on sait que le gouvernement a arrêté l'ensemble des activités jusqu'au 31 août. Bon, pour nous, c'était jusqu'au 12 septembre. C'était le 12 septembre. Donc, est-ce que les gens vont être prêts à sortir et à se rassembler le 12 septembre? On peut se poser la question, il est tôt pour vraiment dire, bon, bien, il n'y en aura pas, ou est-ce qu'on le fait d'une façon différente? Est-ce qu'on le fait virtuellement? Est-ce qu'on le fait plus étalé dans le temps pour éviter les rassemblements? Donc, on se pose toutes ces questions-là. C'est ça qui est difficile en ce moment, c'est de vraiment prévoir comment est-ce que ce sera dans 5-6 mois d'ici. Ça, c'est difficile à évaluer parce que, bon, d'une part, comme vous le dites, oui, on est après la date du 31 août. Donc, techniquement, à moins que le gouvernement impose une nouvelle règle, mais donc, en principe, on pourrait. Mais après ça, est-ce que le public va y être? Mais en même temps, aussi, c'est un événement extérieur. Donc, parfois, la distanciation à l'extérieur est plus facile à appliquer que dans une salle de spectacle. Mais exactement. Présentement, ce qu'on fait, nous, à la Fondation, concernant cet événement-là, c'est qu'on regarde toutes les options qui s'offrent à nous. On aimerait beaucoup pouvoir le tenir. Donc, comme vous dites, c'est à l'extérieur. Il y a une façon de jouer avec l'horaire pour distancer, par exemple, les départs puis le nombre de personnes par départ pour qu'on puisse avoir notre bulle, si on veut. Mais quelle va être la réponse des gens rendus à ce temps-là? Peut-être que les gens auront envie de sortir ou peut-être qu'au contraire, ils n'auront pas envie de se réunir. C'est encore dans plusieurs mois, puis la situation évolue tellement vite que c'est difficile à prévoir. C'est très difficile à mesurer parce qu'il peut y avoir deux choses. Soit que les gens vont être vraiment tannés d'être confinés, puis ils vont avoir hâte, surtout que les gens n'auront pas eu de spectacle, d'événements, de festivals durant l'été. Donc, ils vont profiter là, du beau temps de la fin de l'été, début de l'automne pour faire ce qu'il y a à faire. Ou sinon, tout dépendamment de ce qui va arriver, les gens vont encore avoir une crainte. Mais c'est ça, c'est difficile à mesurer. Vous donnez jusqu'à quand, disons, pour vous faire une tête sur la suite du défi Je bouge? On se donne jusqu'en juin. Donc, en juin, on va avoir une bonne idée. En fait, il faut qu'on le prépare, il faut qu'on l'organise, cet événement-là.
Donc, en ce moment, on évalue toutes les possibilités. Même, bon, ça se fait déjà ailleurs, des courses virtuelles. Je pense que les gens vont avoir envie de continuer à supporter la Fondation Santé, surtout après tout ce qu'on a passé. Les gens continuent d'avoir envie de bouger. Les gens sortent énormément. On voit souvent des blagues passer sur les réseaux sociaux là, qu'après le confinement, les gens ne vont pas arrêter de manger. Mais moi, ce que je vois, c'est le contraire. C'est les gens marchent, les gens courent de plus en plus, font du vélo. Donc, l'activité physique reste au cœur là, des préoccupations des gens. En même temps, comme je le disais en introduction, tout ça est un peu paradoxal parce qu'actuellement, on n'a jamais eu autant besoin du réseau de la santé. Ce que le gouvernement, ce que la santé publique nous a demandé d'appliquer, c'est entre autres pour préserver la capacité du réseau de la santé. Donc, jamais la santé aura été aussi importante, le réseau de la santé, dans une société comme la nôtre. Puis vous êtes une fondation qui est là justement pour aider le réseau de la santé. Donc, il y a comme aussi un lien à faire dans la tête des gens, des donateurs, de l'importance d'une fondation et du réseau de la santé. En fait, on a beaucoup de discussions avec plein d'autres fondations hospitalières, puis c'est pas la première crise économique qui a lieu au fil des ans, puis les études ont démontré que les gens continuent d'être généreux selon leurs moyens. Donc, évidemment, les gens vont continuer de donner dépendamment de leur situation. Ceux qui vont bien s'en sortir vont poursuivre. Les gens vont continuer leur geste de générosité en ce qui concerne les dons purs, mais c'est vraiment tout ce qui concerne les activités de financement grand public où là, il va falloir trouver d'autres moyens d'aller chercher cet argent-là si on ne peut plus se rassembler ou si les gens perdent ce désir-là là, à court ou moyen terme là, d'être ensemble puis de participer à ces activités-là. Bon, là, on le voit actuellement, vous êtes à la maison. Qu'en est-il de vos autres collègues? Parce qu'en fait, les bureaux de la Fondation sont à même le rez-de-chaussée de l'hôpital, qui est quand même un lieu assez important dans tout ce qui se passe en ce moment. Donc, qu'en est-il du mode de fonctionnement de la Fondation actuellement et de ses employés? Bien, nous, très, très rapidement, on est sortis évidemment des locaux, puis on s'est organisé à faire du travail en distance. Donc, comme plusieurs, on est rendu des professionnels des réunions virtuelles. C'est sûr que c'est pas évident d'être loin autant de notre équipe parce que c'est beaucoup du travail, puis surtout là, dans un contexte où on doit s'adapter constamment. On a vraiment besoin de travailler serré en équipe. Et là, on est loin les uns des autres, on est loin de nos donateurs, de nos partenaires. Mais bon, on tire bien notre épingle du jeu, donc on essaie vraiment de s'adapter. On adapte nos communications, on adapte nos actions. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour donner de toutes sortes de façons. On sent que les gens sont généreux. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui veulent donner pour les CHSLD. Comment est-ce que je peux aider? On a fait une petite campagne éclair qui est toujours en cours d'ailleurs, Unis pour nos aînés, qui connaît un bon succès. Les gens, par cette campagne-là, trouvent un moyen de pouvoir faire une différence dans la crise qu'on vit actuellement. Donc, voilà. Vous avez mis en ligne aussi une vidéo là, qui avait été faite précédemment? Oui, on a tourné une vidéo juste avant la crise et on devait la lancer là, à la soirée gastronomique. On l'a diffusée et elle a été vue le plus de 30 000 fois. Même si c'était fait avant la crise, donc on peut le voir dans les images que la distanciation sociale, elle n'est pas dans les images, mais ça démontre toute la force, tout le lien fort que autant la Fondation que les médecins et les patients ont ensemble. Donc, on trouvait que c'était un bel hommage qu'on pouvait rendre au personnel de la santé et à leur dévouement qui avait lieu bien avant les événements qu'on connaît. Bon. Une autre nouvelle quand même importante pour vous, qui était prévisible, ceci dit, et qui n'a pas de lien avec la COVID, c'est le retrait des sources de revenus en lien avec le stationnement. De toute façon, c'était dans la plateforme de l'élection du nouveau gouvernement, puis c'est pas juste nous, c'est tous les hôpitaux au Québec qui sont pris avec ça, et les fondations. C'est quand même un impact majeur. On parle de quoi? D'une perte d'à peu près 800 000 $ de revenus par année? Oui, exactement. On savait, là, quand le décret a été annoncé en 2018, que la gestion des espaces de stationnement serait faite maintenant par la SPAC, qui est une entité gouvernementale, et que les tarifs de stationnement allaient être réduits. Donc, les 2 premières heures gratuites, puis ensuite, bon, ça va être les mêmes tarifs pour l'ensemble du Québec. Par contre, ce qu'on ne savait pas, qu'on a appris dernièrement, c'est que l'entièreté des revenus, même les revenus une fois réduits, maintenant ne viendront plus à la Fondation. C'est une décision quand même qui est compréhensible
compréhensive de la part du CIS qui ont des travaux de réfection majeurs à faire au stationnement. Puis évidemment, les fonds pour faire ces travaux-là doivent provenir des revenus générés par le stationnement. Sauf qu'évidemment, c'est des revenus que vous aviez que vous n'aurez plus maintenant pour votre mission. Donc, il faut composer avec une baisse de revenus, là. Exactement. Donc, on avait déjà, avant la crise, ce grand défi de taille-là, c'est-à-dire de trouver des sources de revenus alternatives pour combler ce déficit-là. On s'était donné comme plan de match 3 ans pour essayer de trouver des nouvelles sources de revenus, mais surtout d'aller cogner aux portes de nos grandes entreprises ici à Saint-Jean et leur demander de contribuer pour un projet majeur qui s'en vient en lien avec la santé mentale. Donc, maintenant, c'est sûr que ce n'est pas le temps idéal actuellement, on s'entend, pour aller cogner aux portes et demander de l'aide. Donc, on doit revoir notre plan d'action à cet égard. Bien, Julie Coupal, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite et on a bien hâte de voir ce que vous allez décider pour la continuité ou le maintien ou le défi « Je bouge » dans une autre formule pour l'automne qui s'en vient. Bon, bien, merci beaucoup, Éric. Merci. Reste avec nous. On revient tout de suite après ceci pour le mot de la fin. Au cours des dernières semaines, il n'y a pas eu de changement au niveau de l'horaire du ramassage pour la collecte des ordures et du recyclage. Par contre, il y en a eu au niveau des écocentres. Et là, on est dans un plan de réouverture graduelle. Donc, avant de vous présenter dans un écocentre, allez sur compo.qc.ca pour avoir des heures d'ouverture et savoir si tout fonctionne normalement, principalement pour le secteur Saint-Luc et le secteur Iberville. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.